Ouais, moi j'ai même noté l'Olympiakos en fait c'est le Real Madrid mais en moins bien dans l'idée. C'est-à-dire que tout ce que l'Olympiakos fait de bien, le Real Madrid le fait, on peut Mieux. discuter en mieux. Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvel épisode, on s'approche de la fin de saison, le Final Four est à la fin de la semaine, il nous reste que deux matchs officiellement pour découvrir qui remportera cette édition 2024 de l'Euroleague. Il fallait évidemment qu'on prépare cet événement avec des previews, et pour m'accompagner, il est là, il est tout beau, c'est Lucas, comment ça va? Hello, ça va très bien. C'est le truc le plus rouge que j'avais apporté du coup, donc pour te faire un petit peu plaisir suite à ce 3-0. Mais on en parlera un autre jour, je pense. Ouais, on débriefera ça, bien sûr, grosse Bon, émission à venir, bonjour à Boyan d'ailleurs. la Non, ça va force est très lui bien. surtout. Ça va très très bien. Bon, mon petit Lucas, le Final Four, alors je sais pas exactement quand est-ce que va sortir cette vidéo, mais dans quelques jours, de 4-5 jours. Dans quel état d'esprit tu es à ces quelques jours de l'événement qui, en gros, bah, nous fait très envie chaque année? Bah, ça va être le petit moment râleur, on va dire. J'aime pas trop cette pause qu'il y a entre les playoffs et le Final Four. J'aimerais bien que tout s'enchaîne parce que je trouve qu'on perd en chaleur, en ambiance sportive. Tout le monde a eu le temps de redescendre. Ils ont joué des matchs de championnat. Bon, ça change pas de la saison régulière. Mais bah, t'es plus dedans, je trouve. T'es un peu moins dedans. En plus, moi, au passage, bah, je me suis fait les playoffs un petit peu de Liga ACB et de Betclic. Du coup, on passe sur autre chose. Et de se dire, ah ouais, ça y est, il y a ça. Je sais plus exactement, mais 10 jours se sont passés. Donc, j'aime pas trop ce sentiment-là. Mais bien sûr, quand ça va arriver, je serai chargé à bloc, tout content, tout chaud, bien chaud. Le calendrier, c'est donc le Panathinaikos qui va affronter le Fenerbahçe. Ce sera vendredi 24 à 18h, suivi d'un très bon Real Madrid versus Olympiakos, remake de la finale de l'année dernière. Pour bien commencer, Lucas, toi, à l'heure actuelle, on va commencer généralement par ce qu'on fait en fin d'émission, mais avant de rentrer dans les détails, si tu as un petit feeling là, quelle équipe te paraît la plus favorite? Je vais rester sur le Real Madrid quand même. Ils ont l'air bien déterminés à vouloir déjouer en plus la fameuse curse de le premier de la saison régulière ne gagne jamais l'Euroleague. Mais je peux, enfin, j'y vais, on va dire, un peu aveuglément parce que grand fan de Madrid. Et, mais je peux pas occulter le fait que je trouve qu'il y a deux autres équipes qui vont s'affronter le panel final, qui sont chargés à bloc. C'est jamais, hein. Maintenant, on est vraiment sur un match, tout peut se passer. C'est ce que bah, d'ailleurs tous les joueurs avec qui on a pu avoir des interviews nous le disaient. Mais j'ai vraiment trouvé le Real à chaque fois appliqué. Facundo Campasso vient d'avoir le MVP de la Ligue espagnole. Tavares est sur le point de re-signer, donc on va peut-être retrouver un Tavares qui est encore plus en forme et on va dire décidé à vouloir aider le collectif. Moi, je les laisse quand même favoris là-dessus, hein. Ok, Et toi? j'ai ben justement, j'ai le même feeling. J'ai souvent annoncé le Real Madrid et quand on avait fait le jeu des pronostics, j'avais donné le Real Madrid aussi vainqueur. Donc je vais pas bouger de là-dessus. Euh, j'ai du mal à y voir une surprise à Berlin. J'ai vraiment beaucoup de mal à voir une surprise. Je veux pas me faire d'ennemis, mais si jamais il y en a une, je verrai plus le Panathinaikos qui, sur justement Contre deux Kendrick matchs, Nunn encore. voilà, sur deux matchs où vraiment tu as besoin de mecs capables de prendre feu, ils en sont capables. Mais globalement, je vois bien la Maison Blanche s'imposer. On va commencer tranquillement nos petites previews. On fera affiche par affiche. Et donc, comme on vous le disait, rendez-vous à Berlin dans une salle qui s'appelle désormais la Uber Arena. Pas beau, hein. Euh, Ouais, c'est pas incroyable. Mais donc, direction Berlin, où on va prendre dans l'ordre des matchs de vendredi, Panathinaikos contre le Fenerbahçe. Le Panathinaikos avait fini deuxième de la saison régulière, bilan de 23 victoires pour 11 défaites. Le Fenerbahçe avait lui
finit sa saison sixième avec 20 victoires pour 14 défaites. Et tous les deux sont arrivés au Final Four grâce à des victoires en playoff 3-2 contre leur équipe respective. Le Maccabi pour le Panathinaikos, Monaco pour le Fenerbahçe. On vous renvoie à l'émission débrief de ces playoffs si vous voulez en savoir un peu plus sur leur parcours. Euh, pour attaquer, 1-1 sur la saison régulière, Ça mais n'a il y a pas une vraiment petite de chose à valeur. noter, ça n'a pas de valeur puisque le premier match entre les deux équipes, c'était la troisième journée, et le Fenerbahçe était encore sous les ordres de Dimitris Itoudis et un Panathinaikos qui était en train de se roder. C'était pas très brillant en début d'année. J'ai noté une victoire, trois défaites sur les quatre premiers matchs. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas vraiment de signe avant-coureur d'un avantage chez l'un ou chez l'autre. Lucas, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette affiche? Qu'est-ce que toi, tu as envie de souligner tout de suite dans un affrontement entre Jasikevicius et Ataman? La petite stat, 6 victoires, 2 défaites pour Ataman contre Jasikevicius depuis 2020-2021. Bah, peut-être la bataille qui sera la plus à suivre, ça sera justement celle en dehors du terrain, entre deux grosses personnalités, deux personnes qui ont tendance à quand même pas mal faire pousser les décibels, avec un, un poil plus stratégique et l'autre un poil plus dramatique, on va dire. Mais je trouve que en fait, on va avoir un affrontement où on va se dire telle équipe comment va-t-elle faire pour défendre le bas court et l'autre équipe comment va-t-elle faire pour défendre le front court. Euh, Dans l'idée, je trouve que le Fener va devoir vraiment avoir beaucoup d'idées pour s'occuper du cas Mathias Le Sort. Et de l'autre côté, il y aura quand même beaucoup de choses à se farcir sur la traction arrière. Donc c'est vraiment l'impression que des forces peuvent s'annuler ou que penche à l'avantage d'une équipe à la fin d'un premier quart-temps. Ok. Tu parlais de Mathias Lesor, ça a été une de mes premières questions. On va plonger directement dedans. Est-ce que pour toi, Mathias Lesor doit être utilisé peut-être plus que de raison, ou en tout cas être vraiment l'axe prioritaire d'Ergin Ataman dans cette confrontation donc avec Jonathan Motley? Motley, on le sait, il a été un petit peu blessé pendant les playoffs. Il était un peu moins productif à une certaine période de l'année, et derrière. On a Papagiannis qui a presque fini par être un héros contre Monaco et Sertac Shanli qui, bon, fait du Sertac Shanli, c'est-à-dire pick and pop, on essaie de prendre deux trois rebonds et basta. Est-ce que pour toi, Mathias doit être utilisé peut-être un peu plus que sur ses derniers playoffs où il a été monstrueux, mais vraiment ça doit aller et tout le temps passer par lui pour au moins marquer son empreinte? Je trouve que c'est un peu compliqué de parler de surutiliser ou de plus utiliser parce que voilà, il a déjà beaucoup de volume. Mais je pense qu'il faut y aller de toute manière. On l'a dit toute l'année, on sait que Motley est le leader aux fautes personnelles. Il n'est pas en grande forme. Si tu arrives à le sortir, bah, c'est gagné en fait. Parce que Papagani, c'est pas le mec le plus mobile, le plus athlétique. Si le sort le voit arriver, il va se faire plaisir à lui grimper dessus. Et dans ce cas-là, bah, je ne vais pas dire qu'est-ce que tu fais en fait. Tu peux pas afficher le small ball que tu avais face à Monaco. J'imagine Dyson Pierre être capable de, plus par son cerveau, d'essayer de le contenir, de faire des fautes, mais ça, c'est sur le court terme, ça tient pas. Même si ce n'est plus une série, sur un seul match, c'est vraiment compliqué. Tu peux essayer de dire on va faire comme le Maccabi, on fait que le sort, mais bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment la philosophie de jeu que Jessica Vissus a envie de faire. Donc pour moi, c'est vraiment cet axe-là, c'est-à-dire qu'on va lui dire bon bah Mathias, les 10 premières minutes, tu sors pas. Et on t'envoie, et on t'envoie, et on t'envoie, et on t'envoie. Ace Davis peut pas décaler, le défendre. Pierre est assez quand même proche du sol, donc je trouve que ça peut être compliqué, mais à moins d'avoir le Pana qui cherche vraiment à placer du jeu, ça peut le faire. Mais en fait, je trouve vraiment que sans lui, on peut déjà l'enlever de l'équation. Et du coup, tu te retrouves avec deux pivots, dont un qui fait souvent des fautes, qui a manqué toute la série précédente et qui était convalescent, même s'il a eu du temps pour se remettre un petit peu. Et surtout, pas oublier de l'autre côté, je pense que Mathias Le Sort a pas oublié la série en demi-teinte qu'il a fait face au Maccabi, notamment le 3 sur 12 au lancer franc. Et Et quelle on, heure s- coûte cher, hein. et on sait à quel point le mec quand même marche à l'émotion. Et je pense qu'il va avoir très envie de se farcir la raquette et de toute manière d'envoyer l'équipe en finale.
Il y a deux points que j'aimerais aborder par rapport à ce que tu viens de dire. Comment s'adapter à un Mathias Le Sort? Je réfléchissais, est-ce que Jasikevicius, gros savant du jeu, est capable de doubler sur un Mathias Le Sort? Et en même temps, je me dis, le jeu de Mathias Le Sort au Panathinaikos n'est pas un jeu qui est fait de réels postes bas, mais plus de pics, où sur les ouvertures, on le retrouve sur une petite pocket pass ou alors carrément sur le alley-oop. Donc pour moi, ça paraît pas évident de choisir cette option-là. Donc effectivement, on va se tourner vers du bugne-à-bugne avec un joueur pour essayer de le stopper, mais qui et deuxièmement, ça va venir compléter tout ça. Tu parlais de Motley qui faisait beaucoup de fautes, effectivement, c'est un petit peu son talon d'Achille. Et en plus, le Fenerbahçe, je tiens à sortir la stat, ils ont tendance globalement tous à faire beaucoup de fautes. C'est la troisième équipe qui fait le plus de fautes en Euroleague, donc 21,5 fautes de moyenne par match. Et ils sont opposés à une équipe qui déjà a un gros rating défensif, mais c'est l'équipe qui fait le moins de fautes en Euroleague avec 17,7 de moyenne. Donc effectivement, ça peut vite devenir un problème quand il va falloir gérer un animal comme le sort, et aussi, comme ça nous permet aussi de faire une petite transition, de contenir tous les dragsters qu'il va avoir à côté, Jarian Grant, Kendrick Nunn, l'art du pick and roll by Kostas Lukas. Là, ça va devenir hyper problématique, surtout que, enfin, j'ai l'impression du côté du Fenerbahçe, à ce niveau-là, il n'y a pas de réel défenseur élite. Calates est un bon défenseur. Après, on peut voir avec du Ice Davis ou du Dyson Pierre, mais qui vont être peut-être plus C'est pas concernés trop sur le demandé, cas ouais. le sort. Est-ce que voilà, ça devient un problème insoluble pour Jasikevicius? Et tu le disais, on va aussi pointer le coaching de Jasikevicius. Est-ce que lui joue gros là-dessus, sur ses choix défensifs notamment? Forcément l'impression, on sait ils vont avoir l'envie de chercher la petite faille, la petite fissure et d'en faire une brèche derrière. Je pense que tout repose sur l'utilisation d'Ataman de Costas Lucas. S'il le fait starter, tu es obligé de défendre le fer et d'attendre le moment où Lucas va sortir, si le sort reste sur le terrain ou pas en même temps. C'est-à-dire que si Ataman joue au jeu de je fais rentrer les deux, je fais sortir les deux, ça va être très compliqué. Si tu as des moments de battement où l'un est sur le terrain et l'autre ne l'est pas, faut tabasser le maximum possible à ce moment-là. C'est là qu'il va falloir que des mecs, bah, on peut même pas parler de se renouveler, parce que moi je l'avais noté, donc tu as Calates face à Sloukas, Nunn, Jarian Grant, et par extension, on l'a vu, Lorenzo Brown a quand même pris un bouillon quand il avait Kaladzakis en défense sur le dos. Ça fait quand même beaucoup. Alors que de l'autre côté, tu as des Dorsey et Wilbekin qui vont être purement scoring. Goodrich, bon, voilà. Et il va peut-être falloir se pencher plus sur le côté. Est-ce qu'un Sestina ou un Biberovic avec les points dans le crâne comme ça vont se dire, bon, bah vas-y, il n'y a personne d'autre qui peut peut-être bouger et gérer le problème autant que moi, donc il faut que je m'y colle en défense. J'ai du mal. J'ai du mal à y croire, honnêtement. Alors c'est intéressant, tu as cité Nate Sestina et Tarek Biberovic. Je passe le bonjour à Thierry et Clutch Data qui nous ont encore fourni beaucoup De de, précieuses de- informations. exactement grâce à des visuels qu'ils ont bien travaillé. Et c'est drôle parce que pour le Fenerbahçe, le trio qui permet à l'équipe de mieux performer, en tout cas sur ses playoffs, eh ben, t'en as cité deux. Il y a Guduric dans le lot, Sestina Biberovic, Guduric. Eh ben, ils sont presque indispensables sur le terrain J'ai les durant. chiffres, là, si tu veux. Vas-y, ben, je te laisse les donner. Quand les trois sont ensemble, il y a un net rating. Le problème, c'est que l'échantillon est court, c'est-à-dire que c'est 6 minutes, mais il y a un net rating de 57,9. Quand on a juste Goodrich et Biberovic sur 9 minutes, il y a un net rating de 32. Donc voilà, tu as ton axe où tu te dis, en fait, tu sais qui est indispensable dans le 5 majeur et tu sais qui plus ou moins mettre. Mais une fois de plus, le problème, c'est que c'est quand même des stats basés. Je sais plus si c'est saison régulière et playoff ou juste playoff. Si tu Il as me le semble que graphique. c'est playoff. C'est contre Monaco et Monaco, c'est pas du tout c'est pas du tout le Panathinaikos. Il y aura forcément des mecs grands, il y aura forcément des mecs de plus grande taille et forcément des mecs qui défendent aussi bien, voire plus, et avec une plus grosse appétence offensive et notamment une adresse extérieure.
Ce qui reste intéressant dans ce graphique, c'est de voir que les trois joueurs qu'on cite sont hors star. Allez, Guduric est un petit peu dedans, mais disons que c'est des bons soldats. Mm. Biberovic est capable de faire plein de choses, mais surtout de se montrer précieux sur des attaques. Sestina, Monaco l'a appris à ses dépens dès le match 1. Il est capable d'être en mission offensive comme défensive, voilà, d'être présent. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller gratter de ce côté-là. On revient aux duels les plus importants. Moi, j'ai noté ce duel Sloukas-Calates. Mm. Si là, on n'a pas l'affrontement Les de cerveaux. deux génies, de deux cerveaux, je serais déçu presque de ne pas avoir cet affrontement-là pendant le match. Mais est-ce T'es que pour obligé. toi, quand on voit ce que peut proposer le Panathinaikos, Kendrick Nunn, tu l'as dit, Kalaitzakis qui peut même venir défendre, ou Jerian Grant qui peut devenir un réel poison, est-ce que tu t'attends à ce que Calates ait un petit peu le même impact que contre Monaco? Il faut parce qu'il n'y a personne d'autre sur le parquet qui le connaît mieux, enfin qui connaît mieux Lucas que Calates. Et dans l'idée, dans la taille, il est un poil plus grand. J'ai regardé, il fait 1m80, enfin il est noté 1m96 Nick Calates, quand Lucas en fait 1,90 pardon. Donc un petit peu plus de taille, une bonne connaissance. Il faut que ça passe par là. Il va falloir sûrement un sens du sacrifice plus élevé du côté du Fenerbahçe pour essayer de gagner l'ascendant. Et ça doit passer une fois de plus par un match où ben, le divin chauve est partout, de toute manière. Et je pense que Lucas le sait et que ça va être peut-être la guerre à suivre sur le parquet. Et j'espère comme toi, qu'on nous la donnera et qu'on aura des séquences où les deux sont en unis. Pour revenir à ce qu'on disait auparavant, j'ai du mal aussi avec le Fenerbahçe dans une grande réussite, dans le sens où on ne peut pas compter sur quelque chose d'admirable non plus de la part de Biberovic ou de Sestina parce qu'ils découvrent le Final Four. Alors certes, c'est des mecs qui, quand ils prennent feu, tout va bien, mais ils sont capables de passer à côté et de pas et de sortir complètement du match et de pas arriver à se renouveler, parce qu'ils ont quand même cette dimension légèrement unidimensionnelle, là où Cecina est quand même capable de plus se battre au rebond. Biberovic reste quand même un mec à la tête chaude et point barre. Et on peut pas compter non plus sur un ami de Noah dans la rotation. Donc ça fait déjà deux, trois gars, on rajoute Sandli où tu te dis, Sandy, à la limite, tu peux essayer, voilà, bah, pourquoi pas, début les 5 6 premières minutes, comme il l'avait fait. Alors, je me rappelle plus si c'est lors du Final Four l'année dernière quand on était à Barcelone, mais il y a eu plusieurs matchs où Jassikevicius mettait Sandy starter, Hmm. et vas-y, ça prend 5 tirs à 3 points d'entrée. Et puis, s'il les met, c'est génial, parce que si tu démarres le premier quart-temps avec 8-12 points de Sertac Sandy qui a forcé la défense à s'étirer un petit peu, là, c'est bien. Mais tu vois, je trouve que dans tout ce qu'on dit, dans tout ce discours, il y a quand même beaucoup de et si, alors peut-être, est-ce qu'on pourrait pas? Et ça me chagrine un peu, on va dire, pour une réussite. Jazikevicius aura peut-être, mais tu vois, on est encore dans du conditionnel, aura peut-être l'expérience, lui, de transmettre tout ça à ses gars. Malheureusement pour lui, n'ayant pas gagné pour l'instant, c'est assez compliqué. On sait qu'il a quelques talents de sorcier et qu'il a son vécu de joueur pour transmettre la hargne et la grinta à ses joueurs. Mais effectivement, on reste dans plein d'interrogations. Euh, J'avais noté un point aussi assez cool par rapport à ce match et qui, moi, me fait très envie. C'est qu'on a deux équipes qui se ressemblent, et deux équipes qui jouent sur des rythmes assez lents. C'est le 12e et le 16e pace de la ligue. Mais surtout, ces deux équipes qui sont plutôt très intéressantes sur l'adresse à 3 points. Le Fenerbahçe bah, globalement la meilleure équipe à 3 points. Ils en mettent 11,5 de moyenne à quasiment 40%. 40%. Mhm. Voilà. Et le Pana en rentre un petit peu moins. Ils ont 9,2 de 38-7. moyenne, mais ils sont à 38,7 et ils sont troisième d'Euroleague. C'est la septième et la quatrième attaque. Est-ce qu'on doit s'attendre quand même à un match plutôt débridé ou est-ce que l'enjeu peut couper deux équipes qui, bah, dans leur style, sont tournées vers l'attaque? Je pense qu'Ataman aura comme consigne de début de match de étouffer les.
Parce qu'on a vu, on parlait justement quand on a fait le débrief des séries playoffs, vraiment l'écart monstre qu'il y a entre un Fener qui gagne, un Fener qui perd, un Fener adroit et un Fener maladroit. Et il n'y a quasiment aucune chance pour eux s'ils ont une adresse moyenne. On l'a vu, c'est passé face à Monaco parce que les matchs contre Monaco étaient des matchs de tranchées. Et parce que Monaco marque très peu. C'est-à-dire qu'on a eu des affrontements à moins de 80 points, il y a eu un match à 60 points. Donc là, c'est faisable parce qu'un 3 points dans le volume total du match, ça ne représente pas beaucoup. Là, on a quand même deux attaques qui, voilà, tu tournes à 82 et à 85 points de moyenne. Si tu les étouffes, tu as quand même plus de chances de t'offrir la victoire. Donc je pense qu'il va leur dire, eh, je veux à la fin du premier quart-temps, je veux qu'il y ait 30-10. Et c'est là, t'es dans le scénario le plus avantageux pour toi, de toute façon. Ouais, c'est une situation que je trouve assez logique et ça correspond aussi à l'idée que je me fais du game plan de Jasikevičius où je me dis, bah, puisqu'il va avoir des problèmes défensivement pour stopper bah, les Sloukas et les Mathias Le Sort, je me suis dit, bah, autant rentrer dans une logique très bête mais très basket, 7 c'est seconds or less. ouais, et de mettre plus de paniers que l'autre. Hmm. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai sur mon banc? J'ai du Calates, j'ai du Guduric, j'ai du Dorsey, j'ai NHD, j'ai des mecs capables de mettre des points. Feu, allez, on joue débridé. Il aura 10 000 systèmes en tête pour essayer de trouver des mecs complètement ouverts, de trouver des relations 1-5 très intéressantes. Et je me dis, bah, why not en fait? Balance, joue le rythme que tu dois imposer. Ton équipe, elle est devenue une des meilleures attaques depuis que tu es arrivé. Ne joue pas au fermé, ne joue pas en mode je calcule quelque chose. Joue, joue. Et c'est l'idée, moi, que je me faisais du Fenerbahçe. Parce que voilà, ils ont trop de problèmes de l'autre côté. Donc, bah, on essaye de marquer. Si ça doit finir à 110, 105 sur une demi-finale de Final Four, mais parce que c'est le seul moyen que tu as de le gagner. Vas-y, joue, clairement. Et au vu des statistiques qu'on vient de donner, que ce soit la réussite à 3 points ou même leur style, alors oui, il va falloir jouer un tempo peut-être un peu plus, mais au moins jouer crânement sa chance. De toute façon, c'est un peu le côté dos au mur aussi, la compétition qui est parfait pour eux dans ce cas-là. Tu vois. Je voulais faire un petit rappel pour cette série. Le Panathinaikos n'a plus vu le Final Four depuis 2012, donc une éternité à l'échelle d'une carrière. Moi, Et j'étais en 2000 première, moi. voilà, donc ça remet un petit peu l'église au centre du Je village. suis toujours en première. Et 2019 pour le Fenerbahçe, donc c'est des équipes qui redécouvrent un Final Four. Beaucoup d'enjeux, va y avoir aussi beaucoup de passion. Les supporters turcs comme grecs vont, à mon avis, venir en nombre Bon. et pour notre plus grand plaisir. Donc voilà pour resituer un peu le contexte, un Panathinaikos avec Ataman, un Fenerbahçe avec Jasikevičius, deux coachs qui, eux, sont souvent à ce moment-là de la saison du côté du Final Four, mais deux équipes qui ne l'ont pas joué depuis un moment, beaucoup d'attentes, peut-être beaucoup de stress. Lucas, Panathinaikos Fenerbahçe, qui va en finale contre le Real Madrid puisque tu as donné ton favori? J'aime beaucoup le Fenerbahçe. Il y a beaucoup de joueurs du Fenerbahçe que j'aime beaucoup. Mais j'aurais du mal à me dire qu'ils peuvent le faire. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de si, beaucoup trop de conditionnels. Et bah, si c'est moi, j'envoie le Pana faire le match de la troisième place face à l'Olympiakos, hein, un derby grec comme ça. Oups, j'ai déjà spoilé mon. Non, ouais, bah, je vais dire Pana, mais sans grande envie parce que c'est pas forcément ce que j'aime en tant que projet sportif. Mais c'est du 55-45 là, je trouve, tu vois. Ok. Eh bien moi je vais aller à ton inverse, je vais choisir le Fenerbahçe et Je pas tiens à dire juste que pour faire... j'ai noté quand même un gros mot Panathinaikos, Fenerbahçe. J'en doute, mais j'ai mis ça à la base. Mais en discutant, j'ai dit non, je vais changer d'avis. Alors moi sur le tableau que j'avais fourni, je crois que j'avais donné Real Panathinaikos en finale, mais j'ai envie de me dire que c'est peut-être l'année de Jasikevičius de se Très frotter bien. à un match pour le titre. Euh, et puis, ouais, je sais pas, j'ai envie de dire Fenerbahçe, le storytelling serait quand même assez sympa. Franchement, Absolument. le storytelling On serait... va nous vendre des ouais, narratifs là. on va commencer à parler comme ça, c'est cool. Non, 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 mais ouais, je suis...
C'est 50-50, c'est difficile, hein, parce que tout à l'heure, je disais que s'il y avait une équipe qui voulait créer la surprise, c'était le Panathinaikos. Et en même temps, j'ai envie de croire au Fenerbahçe. Je me dis, Voilà. On est sur le même plan d'idée. ouais, c'est compliqué, mais allez, vas-y, j'ai envie de dire Fenerbahçe. Un joueur sur la série, Eh bien justement, moi j'ai envie de donner Scotty Wilbekin. Scotty Wilbekin, euh, en tête-à-tête avec Kendrick Nunn, ouais, mais dans la logique de voilà, il va falloir se donner, il va falloir prendre feu, marquer beaucoup. Et tu vois, je l'ai pas senti aussi dominant qu'à certains moments parce que Becalates a brillé par tout ce qu'il a pu faire. Et là, j'ai envie vraiment d'un match à aller 20-25 points de Wilbekin. il n'y a que son game 2 où vraiment bah, il a passé la barre des 20, parce que sinon, C'est bon, ça. voilà. Et du coup, j'ai envie de le voir vraiment faire mal à cette équipe. Le Pana va se concentrer sur Calates, ils vont essayer de le ralentir. Peut-être que voilà, Wilbekin en poste 2 sur le début de match va avoir quelques tirs ouverts et on sait que s'il les met, il va pouvoir chauffer la machine, se chauffer, prendre confiance. Et là, ça devient un joueur totalement différent. Et puis pour tout ce qu'il représente, enfin, Will Buckin, enfin, depuis Darussafaka, ça fait longtemps qu'on le connaît, ça fait longtemps qu'on le côtoie. Et voilà, j'ai envie qu'il se fasse plaisir et qu'on le voit briller vraiment pour ce qu'il est. Ok. Et Pana, Et côté Pana, je dirais Marius Grigonis, parce que dernier Mohican du projet de l'année dernière, on le voyait tous partant, il faisait une saison affreuse l'année dernière, il se retrouve dans ce groupe-là, c'est le dernier. Et c'est comme nous l'a fourni aussi Clutch Data, il a un côté précieux dans les moments clutch. Et je me dis que ouais, il y a des gros tirs à mettre et le Fenerbahçe, ils vont tellement être focus sur bah, des axes différents que peut-être que lui, sur du corner ou sur leur système où il ressort dans l'axe panier-panier, bah, il va pouvoir en mettre quelques-uns. Donc ouais, Grigoni, ça me paraît plutôt sympa. Et toi, quel joueur tu euh, as? Fenerbahçe, je vais partir sur, c'est pas original, mais Nigel Ace Davis, parce qu'il va falloir faire un meilleur match que la série face à Monaco, où il était vraiment dans le dur, hein. Quand tu tournes à 39% en saison, tu tombes pas à 28 quand ça a de l'importance. Et je trouve qu'en face, il va avoir Mitoglou la plupart du temps, je pense, peut-être Juancho, mais là, faut le défoncer, le match-up en face de toi. Là, tu veux faire un 50 points, bah vas-y, mets-le, c'est le moment, là. Là, il va falloir. Avec toute la science du jeu qu'il a, c'est vraiment, bon, j'avais noté Gourdou sur le début, mais si le Fener veut gagner, il faut qu'il y ait un grand Nigel Davis, et ça passe par, pas forcément un gros match, mais tu vois, s'il nous fait un 18-9, ça sera bien. S'il nous fait un plus de 20 points, ça sera vraiment beau. Et pour le Pana, bah, je vais pas être marrant. J'avais mis Jarian Grant au début, comme pour la série face au Maccabi, mais on l'a très peu vu, très peu utilisé. Donc je vais partir sur Grigonis aussi, Ok, qui pourrait très bien sortir de sa boîte, comme tu l'as expliqué. Donc je vais pas faire plus long. Marius Grigonis pour Bibi aussi. très bien. Donc on a nos joueurs un petit peu Factor X, on a nos deux prétendants à une finale. On peut passer à cette deuxième demi-finale qui, je Avec le plaisir. rappelle, aura lieu à 21 h vendredi. Le Real Madrid, premier de la saison régulière, avec 27 victoires et 7 défaites, contre l'Olympiakos, cinquième, avec un bilan de 22-12. Le Real Madrid s'est frisé les moustaches sur les playoffs avec un sweep 3-0 contre Baskonia, pendant que l'Olympiakos galère un petit peu contre le rival barcelonais du Real Madrid, 3-2 pour l'Olympiakos, et une dernière victoire du côté de la Catalogne. En saison régulière, 2-0 pour le Real Madrid, plus 5 et plus 6. Opposition de style plutôt sur cette demi-finale, mon petit Lucas. Ouais, moi j'ai même noté l'Olympiakos, en fait, c'est le Real Madrid, mais en moins bien, dans l'idée. C'est-à-dire que tout ce que l'Olympiakos fait de bien, le Real Madrid le fait, on peut Mieux. discuter en mieux. Et il y a quand même un point où ils le font bien mieux, c'est quand même la pace, globalement parlant.
le rythme, le tempo capable, rapide d'être imposé par les Espagnols, ça risque de faire très très mal, ça. Très 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 mal. Quatrième pace pour le Real Madrid sur la saison, 71,8 contre le 18e pour le Panathinaikos Les avec papis en stana. 66,8. Mais ça, c'est très Olympiakos, c'est très Ah ouais, grec, c'est très hein, grec. c'est leur style hein, depuis très longtemps. Claquette, t'attends, sagement, tu campes, tu mets le barbecue, hop. Mais bon, je suis pas sûr que ça marche là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à discuter, je trouve, là, dans cette série. Déjà, Vas-y, évidemment, envoie. il y a le côté remake de l'année dernière. Remake où les gens ont peut-être oublié, bon, il y a un très gros match de Vezenkov, et à côté, il n'y a pas grand monde qui vit du côté du Pirée. Tu as un bon match de Canaan, tu as les 14 pions de Makisic, mais on oublie, je trouve, un petit peu trop qu'au Real Madrid, il manquait Sergio Llull, Vincent Poirier. Non, il manquait pas Llull. Il manquait Vincent Poirier, Gabriel Deck et Monsieur Gershon Yebuzele. Et ils avaient des pitres comme, je ne veux pas dire Adamanga parce qu'il a quand même fait une belle petite carrière, mais un certain Nigel William-Goss. Donc voilà. Et il n'y avait pas de Facundo Campasso, tandis que bah, chez nos amis grecs, bah, il y a du monde qui est parti, qui n'a pas forcément pris la place. Il y a du monde qui s'est révélé et qui s'est bien endormi sur la fin de saison. Et puis on a un coach qui a décidé bah, de lourder certains joueurs dont il aurait bien pu avoir besoin, je trouve, sur cette série. Donc voilà. Plein de questions, je vais les distiller petit à petit, donc je te laisse la main. Il y a une chose qui change pas pour le Real, malheureusement pour lui, ce sera l'absence de Gabriel Deck, qui est donc Ouais. blessé sur cette fin de saison et qui ne participera pas à la fête du Final Four, Mais vu la production sur la série contre Baskonia, bien sûr. ils peuvent s'en passer, tu te rends compte? Puis surtout qu'il y aura Yabusele qui va prendre un bon 35 minutes de temps de jeu sur la demi-finale. Une chose qui les rapproche, ces deux équipes, c'est la défense. C'est le premier rating défensif du côté de l'Olympiakos et le troisième rating défensif du côté du Real Madrid. Euh, Bah moi, c'est là où je me dis, on peut avoir une finale complètement débridée par le Real qui joue souvent sur transition, qui essaie de pousser fort avec leur jeu rapide. Et en même temps, je me dis que s'ils tombent dans le rythme de l'Olympiakos et que les Face à défenses prennent le Barcelone, dessus, le Game 5. on peut s'emmerder, mais comme Jaja, ou Ouais. alors c'est qu'on est fan de défense et respect parce que ça peut être ultra intéressant. Mais on peut tomber sur un match voilà, tension, enjeu, Un remake de petit la finale. 14-18 à la mi-temps. Ouais, tu vois le truc, ça peut être vite, J'en ai, vite fermé comme jeu. j'en ai pas envie et ça va passer par le coaching, notamment avec la question qui revient par rapport à l'année dernière. Est-ce que M. Barzokas est capable de out-coacher Chus Mateo? Est-ce que Chus Mateo aura une réponse différente que la zone? Mine de rien, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que entre le fait qu'il manquait beaucoup de joueurs à Madrid l'année dernière et que Barzoka s'est sûrement surpréparé dans l'idée de vouloir faire mieux que la saison passée, on peut avoir beaucoup, beaucoup de changements et ça peut passer par, je trouve, bah, ça peut passer par plus de joueurs du côté du PE parce que c'est vraiment à eux de vouloir tenir tête, je pense. Notamment, est-ce que Petrousev est capable de faire un rendement, on va dire, égal à ce qu'il a fait contre Barcelone? J'en attends beaucoup de Mousfal, mais les chiffres montrent que une fois sur le banc, bah, ça se passe quand même mieux. Mais face à un Tavares, est-ce qu'il serait capable de l'annihiler un petit peu? Plein de questions comme ça et très intéressantes. Bah, c'est très bien que tu en parles et j'ai bien envie qu'on en Ah, je suis bon en discute. transition, hein, moi, ouais. C'est vraiment, non, mais c'est vraiment le duel de Fall Tavares. Est-ce que on doit vraiment cibler ce duel-là, qui pour moi va naturellement s'annuler, parce que les mêmes profils, parce que ils vont se connaître parfaitement, ils sont dans les mêmes sphères de hauteur, etc. Ou est-ce qu'il faut regarder ben, les intérieurs d'à côté? Et là, on pourrait avoir un Vincent Poirier beaucoup plus décisif. On pourrait voir peut-être un Milutinov qui travaille bien. Tu parlais de l'apport de Petrousev. Petrousev, Milutinov sur le petit ouais, 53 échantillon. net rating Voilà, les en deux 33 travaillent minutes. très bien ensemble.
voire même un Wright qui, du coup, lui va complètement découvrir ce qu'est un Final Four, mais qui s'est révélé très précieux pour l'Olympiakos. Est-ce que voilà, est-ce qu'on doit vraiment cibler Fall Tavares? Est-ce que les coachs vont jouer en essayant d'avoir un Fall présent quand Tavares n'est pas là, mais ça va se répandre? Ou est-ce que finalement les autres intérieurs vont avoir plus de travail à fournir? Je pense que, comme tu l'as dit de manière directe, tout le monde va s'attendre à avoir le duel des grands, mais il se peut qu'il n'arrive absolument pas. Ou au moins que, tu vois, si on prend les chiffres de nos amis Clutch Data, il y a tout intérêt à avoir en fait un 5 majeur où tu démarres avec Walkup, Makicic, Peters si tu veux, et Petrousev, Milutinov. C'est-à-dire que c'est quasiment le combo le plus prolifique, productif pour les Grecs. On a dit du coup 53 de net rating pour le duo Milutinov-Petrousev, mais avec juste Petrousev sur le parquet en playoff, c'est 40 de net rating, et quand il est hors du parquet, c'est -6. Et c'est le seul joueur, je crois, qui a un impact négatif réel, tandis que tous les autres joueurs, quand ils sortent ou rentrent, bon, il y a un peu de perte, parfois pas, mais il n'y a pas de vrai trou béant comme ça a pu le faire. Du coup, ça pose la question de savoir est-ce qu'ils sont vraiment obligatoires? Et moi, je trouve que oui, d'autant plus que, du coup, toujours donné par nos amis Clutch Data, en pick and roll, Madrid a eu beaucoup de mal face à l'Olympiakos, où leur production est, on va la considérer négative puisqu'elle est en dessous de 1. Ils sont à 0,80. Et du coup, si tu te permets en fait de sortir Tavares du pick and roll et peut-être dans l'équation bah, un mec comme Patso, Chacho Rodriguez, Poirier, tu peux peut-être arriver à faire la différence de l'autre côté. Ça va être très intéressant à suivre. Est-ce que, sinon on a les chiffres, j'imagine ils sont au courant, mais du coup tu pourrais peut-être tenter, si tu es Real Madrid, de starter Poirier, voire même, en fonction de la line-up proposée, de faire du small ball, où tu proposes un Yabusele en 5. Et très honnêtement, ton idée même d'avoir Yabusele en 4 Yabusele et 5, Ezoni à 4, Moussa 3, et après tu fais un peu comme tu veux, t'as t'embrouilles entre un et 2. j'aime beaucoup ton idée, d'autant plus que pour reprendre, donc tu as commencé à en parler là sur le graphique de Clutch Data, avec les différences entre l'attaque et les types d'attaque du Real et les défenses du Real, de l'Olympiakos. Moi, ce qui me fait penser que c'est une bonne idée, cette technique du small ball, c'est que défensivement, même avec un Yabusele en 5, t'es correct. Même si tu veux mettre Poirier, t'es correct parce que ça court et que c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue. Et du coup, derrière, tu t'offres des situations de transition que le Real Madrid peut exploiter et exploite beaucoup, et que l'Olympiakos a du mal à défendre. Donc effectivement, on aurait tendance à penser que le Real Madrid, en gardant son pace, en jouant small ball, en essayant de garder son intensité défensive, c'est une des meilleures défenses de l'Euroleague, peut tirer avantage sur cet Olympiakos-là. Donc je te rejoins absolument, et effectivement, pour moi, ça ôte Tavares de l'équation. Donc pour moi, il devrait starter. Je pense que Chus Mateo Hmm. sera trop frileux de ne Ouais, pas le faire ouais, ouais. commencer. Mais disons que après 3 minutes, 3-4 minutes, ça sort. Et dès le début du match, on va avoir une deuxième phase dans ce quart-temps où là, il va dire, bon, ceux qui rentrent, vous me foutez le bordel. Hmm. Ça court, ça défend dur, et on va peut-être avoir des séries comme ça du Real pendant la demi-finale. Si tu rajoutes au fait que, donc, comme on a dit, ça joue à la grecque, relativement lent, ça va pas le faire. Si tu rajoutes au fait que le Real Madrid catch and shoot, c'est 21 points de moyenne par match, et que tu te permets une line-up où justement tout le monde peut cartoucher, tu vas peut-être avoir des moments où en fait il y a eu 4 minutes de blanc, Matteo a effectué ce changement, et puis ah bah 16-2 Real. Et alors là, c'est terminé. Parce que c'est là où on va revenir sur le côté un peu tribunal de l'année qu'on a eu pour Bart the Cast tout le long de la saison. C'est que il s'est privé lui-même de rotation dès le début de l'année. Alors que si tu avais réussi à incorporer un Ignas Brazdeikis et un Luc Sikma qui est mobile, passeur, qui a quand même un volume, bah ça changeait beaucoup de choses. Alors ça, c'est autre chose, c'est malheureusement des choix qu'un coach doit faire pendant la saison régulière, très bien, mais là, du coup, tu te retrouves face au Cador,
t'es déjà pas avantagé et tu l'es encore moins que tu aurais pu l'être. C'est pour ça que dans mon jugement final, j'ai trouvé ça relativement rapide à tirer en termes de conclusion. D'autant plus que ton go-to guy, qui a des pourcentages absolument fous sur la saison régulière, il est retombé dans ses travers qu'on a pu discuter depuis des années. C'est-à-dire qu'avec Peter c'est redevenu un mec banal, C'est redevenu malheureusement. la rotation qu'il y avait du côté de l'Anadolu, Du malheureusement. CSK, voilà. C'est-à-dire, le mec, Ah, il est là! Ah oui, bah oui. Donc ça fait beaucoup de il faut ça, s'il y a ça, ça devrait être comme ça. C'est compliqué, très compliqué. Alors, je vais venir sur ce terrain-là, mais juste avant, j'aimerais qu'on en finisse avec ce côté philosophique d'où adopter tel coach, tel coach. On a parlé du Real avec donc ce rythme qui va devoir être poussé, qui vont jouer en transition. À l'inverse, est-ce que l'Olympiakos a tout à gagner en, allez, je vais être vulgaire, en pourrissant un peu le jeu, en les amenant dans un faux rythme, c'est-à-dire le leur, jouer à deux à l'heure, tout ralentir, jouer tranquillement, jouer toutes les possessions à quasiment 24 secondes. Est-ce que ils ont tout à gagner? Est-ce que bon, Barzokas est capable de tenir ce rythme-là? Quel sentiment t'as autour de ça? Est-ce qu'ils ont tout à gagner à le faire? Et Moi, est-ce qu'ils en ont la capacité à le faire? j'ai déjà, voilà, j'ai des gros doutes sur la capacité à le faire et j'ai des gros doutes sur les effets que ça pourrait avoir. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens du côté du Real Madrid qui ont conscience de ce qui va se passer et qui ont déjà dit, bon, si ça se passe, on va faire comme ça. Et là, tu te reposes sur qui? Tu te retournes vers qui quand t'es le Pirée? Tu te dis, ah merde, putain, ils l'ont vu venir. C'est là qu'il y a peut-être une providence de se dire que Nigel Williams-Goss connaît la maison madrilène, en y ayant été l'année dernière, et aura peut-être un tant soit peu de flair à dire, bon, bah attention les gars, il y a moyen qu'ils soient au courant que nous, on est prévu de faire ça, qu'ils soient déjà adaptés, et dans ce cas-là, ce qu'il faudrait pour les triggers, ça va être ça. Mais c'est pour ça que dans l'idée, ce qu'il n'a quasiment jamais fait dans l'année, Matteo devrait commencer avec pas commencer, mais faire du small ball. Et je pense que là, de toute manière, tu peux bien t'en sortir. En rajoutant l'idée que si tu mets Yabusele en 5 et que tu as Poirier derrière, c'est quand même deux gars qui connaissent très bien Mousfal aussi. Et quand tu as des séquences avec lui sur le parquet, je pense qu'il serait très bien capable de comprendre comment ça va être joué. Donc voilà. Je pense que quoi qu'il arrive, il y a un esprit beaucoup plus serein du côté de Madrid. Et que fait-on de cette équipe de l'Olympiakos qui représente la meilleure défense de l'Euroleague, qui possède à travers Thomas Walkup le meilleur défenseur de l'année? Est-ce que tu penses vraiment que le fait d'avoir un Real Madrid surpuissant, surarmé, capable d'être un caméléon en attaque et de jouer à peu près toutes les situations, avec le jeu rapide sur les joueurs qu'on connaît, Moussa, Ezonia, etc., mais aussi de jouer à un tempo un peu plus scolaire académique, Rodriguez, Yul, etc. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette défense qui, normalement, est le top du top en Euroleague? Bah, moi, je trouve pas grand-chose, dans le sens où Peters est inexistant. À moins qu'il revienne, qu'il redevienne le mec MIP qu'on a vu et qui tourne à plus de 50% à 3 points, on n'en verra pas grand-chose. Parce que de l'autre côté, le Real défend très bien aussi, a énormément d'intelligence. Et en fait, on risque d'avoir des séquences où tout le monde défend bien. On va avoir 3 minutes de blanc, mais par contre, quand ça va craquer, ça sera pas du côté Olympiakos. Ok. Et là, dans ce cas-là, il faut tenter, pourquoi pas avoir des séquences où tu as Fal et Sigma. Et tu as des mecs, tu as des points de jonction, de passe, et tu coupes un maximum. Mais tu coupes pour qui? Parce que World Cup a décidé de devenir Klay Thompson et de tirer à 9 mètres H24. Et tu as des mecs comme Kanan ou Justement, McKissick. j'allais y venir. Comment faire? Est-ce que c'est un match pour Isaiah Canaan? On l'a vu, pareil, j'ai l'impression, j'ai pas les stats sous les yeux, mais j'ai l'impression que statistiquement, ça n'a pas été représentatif de sa série contre Barcelone. Est-ce que lui, là, il est capable de prendre feu? Est-ce qu'il est capable de déranger euh, le backcourt du Real Madrid, même si dès qu'il va mettre deux tirs,
Campazzo va dire, ok les gars, Bah ouais, voilà. c'est pour moi, je m'en occupe. Mais est-ce que il est pour toi, c'est potentiellement un facteur X de l'Olympiakos? Je partirais plus sur un mec comme Papa Nicolau, tu vois. Eh, tu me fais plaisir. Bah oui, mais après, on est d'accord, on regarde la même chose. C'est-à-dire que on sait que Canaan peut prendre feu, on sait que les troisième cartons, c'est souvent son truc, et il a toujours une séquence où il prend un peu chaud. Mais tu l'as dit, en face, il y a Campasso, et je serais même pas surpris qu'à ce moment-là, Matteo, il dit, ah oui, il a mis 6 points d'affilée, bon, Fabien, ouais, j'ouvre la salle de cryogénie, et puis vas-y, défonce-le. Et puis, quitte à avoir 0 point de Fabien Causer et peut-être 4 fautes en 8 minutes, mais tu lui manges le slip. C'est-à-dire qu'on veut même plus l'élastique qui reste autour de Canal. Et qu'est-ce que tu fais après? C'est-à-dire que si tu as ça, t'as Campazzo qui est toujours libre sur le reste du terrain. Non, moi, j'y crois. Enfin, c'est pas que j'y crois pas, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois il y aura une idée sortie du chapeau, Il y a une solution. ça va être brûlé directement parce que il y aura autre chose. On n'a même pas parlé de mecs comme Moussa, comme Ezonia encore. Tu me devances, mais Désolé. non, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Justement, j'allais dire, on a parlé de tous ces gens-là, mais moi, la première question que j'ai couchée sur le papier, c'est que quand on regarde un petit peu les statistiques, bah Moussa et Zonia, ils ont l'air d'être vachement bien quand ils jouent contre l'Olympiakos. Surtout le deuxième. Surtout le deuxième, qui en plus est sur une saison totalement incroyable, peut-être la dernière au Real avant de partir. Donc on imagine qu'il Non. aura très envie de soulever le trophée. Comment on va faire pour contrôler un duo Moussa et Zonia qui, à mon avis, donc, vu ce qu'on est en train de discuter, risque de commencer tous les deux sur le terrain, envoyer du lourd ou même par alternance. On a deux génies de l'attaque, on a deux. Enfin, ils sont beaux à voir jouer, ces deux gars-là. Moussa est capable de faire des choses qu'Ezonia ne fait pas, et inversement, c'est un casse-tête, c'est un véritable casse-tête. Et comme tu l'as dit, déjà, on a parlé de tout ce qu'il y avait autour d'eux. C'était déjà une montagne pour l'Olympiakos. Alors, parlons de ces deux garçons. Et je suis allé chercher rapidement les stats des matchs en saison régulière. Mario Ezonia, c'était 18 points, 10 rebonds le premier match. Le deuxième, c'était 16 points, 5 rebonds, 17 minutes de jeu. Et Moussa, c'était, tac, 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 23 points. Bon, pas grand-chose en rebond, en passe. Et 20 points. Le tout en 23 minutes et respectivement, excusez-moi, 25 minutes. Donc bon, si tu, dans ce cas-là, parce qu'il faut arriver à les calmer un peu les deux oiseaux des Balkans, bah dans Barzokès, il dit on va jouer au con, on va jouer au con. Peters, tu mettras pas le moindre punto ce soir, mais je veux que les deux au cumulé, ça soit 6 points à 4 sur 74, 8 pertes de balles. Moussa, à la fin du premier quart-temps, il a râlé contre les arbitres, il a pris une technique. Et au final, il y a peut-être que c'est même plus du vice, parce que les Espagnols sont bons aussi quand il est question de vice, mais peut-être, ouais, bah, on va prendre le mot de Romain de Montaga, et qui est Benjamin Tranier, la puterie. Il y a pas, il y a peut-être que ça comme solution au final, mais ça passe par des mecs, par du Papa Nicolaou, du Peters qui découpe. Ouais, T'envoies ça Brasdeikis, tu rejoint un lui peu dis, l'idée que je bah disais, voilà, hein. tête, mets une tête. C'est un petit peu le sentiment que j'avais quand je disais qu'il fallait pourrir le jeu, en fait. Hmm. C'est Là, tu peux pas essayer de briller plus que le soleil de l'Euroleague, en fait. Tu peux pas essayer de faire mieux qu'eux. Tu peux pas rentrer dans leur jeu. Enfin, je regarde pas trop l'NBA, mais à un moment donné, quand les Warriors étaient à leur top, il y a des équipes qui ont essayé de faire Tu peux comme pas eux pour les tester. battre. Tu pouvais pas. Tu pouvais pas, ça ressemblait à rien, et de toute façon, tu allais te faire piéger, ils attendaient que ça. Donc effectivement, l'Olympiakos, ça a aucun intérêt à essayer de jouer comme le Real Madrid, d'autant plus que ils en sont pas capables, on a déjà vu juste par le pace, c'est impossible. Mais là, pour moi, c'est la seule solution, c'est de jouer Hmm. à la grecque. Allez, pour faire une dédicace à notre équipe de France, on sait toujours que c'est dans notre mémoire, mais tu restes à portée de fusil et tu te dis à un moment donné, tu vas avoir une papade gauche alors qu'il sera pas Diamantidis, mais qui sera peut-être pas Nicolaou qui va t'en coller deux trois dans les dernières minutes. Mais effectivement, il va pas falloir. Enfin, en gros, ils ont besoin d'acheter le match, pourrir le Real Madrid, prier pour être dans les.
allez, à 5-10 points dans le dernier quart-temps et encore, peut-être pas falloir leur laisser trop de chance au Real Madrid. Non, parce que si les portes s'ouvrent, les vannes vont s'ouvrir de l'autre côté aussi. Donc tu finis inondé de toute manière. Donc il faut rester vraiment pas loin. Ça ressemble quasiment à Alors, On n'est pas en train d'écrire une mission suicide non plus pour s'il y a des gens fans de l'Olympiakos. Mais ça ressemble au match parfait à faire, quoi. c'est le Padawan première année face au Jedi 35e année, quoi. Là, il y a quand même un... Ouais. Et d'autant plus, hein, l'année dernière, ils perdent le tir de Liu, le machin, mais dans ton équipe, t'avais Vezenkov et Sloukas. Comme Mhm. tu l'as dit en préambule, ça n'a pas été vraiment remplacé. Non, Barzokas a mis une saison à trouver un certain rythme. Et encore, tu vas au match 5 contre Barcelone. On n'enlève rien au talent de Barcelone, hein, mais coaché par un rookie. C'est vrai que là, la mission, ça commence à faire beaucoup de... Bof, trop compliqué. trop compliqué. Je pense que ça, c'est le mot. Je suis retourné voir le box score l'année dernière un petit peu et ouais, ceux qui te prodiguent le plus sur le moment, c'est Canan. Déjà, World Cup avait été honteux, c'est-à-dire que 0 points, 0 sur 5 à 3 points, 6 passes. Et il n'y avait pas du coup Monsieur Campazzo. Mais c'est ça aussi, hein, parce que lui, il va être capable de tout faire. Donc, Tariq Black Bolomboy avait été inexistant. Mousfal, c'est 3 tirs tentés, 5 rebonds. ouais, c'est là où je me dis que le T'as duel pas va Larenzakis, s'annuler. oui, il est blessé, je crois, Larenzakis. Mais il n'y avait pas déjà une histoire de cheville à cette époque ou je sais Bah, pas quoi? attends, sur le match là, pardon, il a fait 6 minutes, donc il s'était peut-être pété à ce moment-là. Mais si en plus t'as pas le teubé fou de service pour tout casser, ça va être un peu compliqué, une fois de plus. Ok, bon bah comme vous l'entendez, on est convaincu que le Real Madrid va passer. Loin de manquer de respect à l'Olympiakos, mais c'est vrai que bah, on vous a décrit un petit peu point par point tout ce qu'on imaginait sur ce match. Si vraiment je dois compléter, la bataille du rebond, le Real Madrid est premier sur la saison, l'Olympiakos 12e. Et Larenzakis jouait contre l'AEK en playoff. Je vais aller chercher rapidement. Ok, Donc il est là. très bien. Donc ouais, une bataille au rebond à verrouiller. Si en plus le Real donne pas de deuxième chance, ça va être compliqué. S'ils prennent tout, c'est dur. Peut-être que l'Olympiakos, alors ils sont à 7,1 interceptions de moyenne sur la saison, mais là, quand tu as Campazzo à la baguette et des joueurs avec autant d'expérience, est-ce qu'ils vont vraiment avoir l'occasion de prendre des ballons comme ça sur les lignes de passe? Pour les sortir de second, il y a que ça au final, hein. C'est ce Ça que me tu paraît, disais, mais entre Campasso, Moussa et Zonia, tu as quand même 3 gars qui peuvent rapidement râler, se plaindre, prendre des techniques. Mais bon, on sait que ça peut se passer comme ça, mais c'est pas non plus ce qu'on a envie de voir. C'est aussi ça qui fait que on n'en parle pas trop. bien sûr, et puis de toute façon, enfin, on l'a dit, tu sors Moussa, t'as toujours un mec aussi fort T'es pas à l'abri qui de va prendre sortir 15 du points banc. d'Abaldé dans la gueule. Ouais, mais c'est ça, et puis même tu sors Campazzo, je sais pas, tu lui fais péter un plomb, derrière va te farcir Lioul et Sergio Rodriguez, quoi. Enfin, compliqué. À la limite, faudrait Allocène, mais Allocène, il va venir pour histoire de dire. Pour Mais la photo. voilà. Lucas, est-ce que tu as des joueurs Factor X à suivre Oui. sur cette demi-finale? Pour ce qui est de l'Olympiakos, j'ai Milutinov. Je voulais partir sur Petrousev aussi, mais Milutinov a fait un bon match 5, on en a parlé. Je ne sais plus si c'est 11 points, 10 rebonds, 10 points, 11 rebonds, mais il faudra quelque chose du même style, avec un peu de move, un peu de génie, la petite papate serbe qu'on lui connaît bien. Pourquoi pas arriver à grappiller quelques fautes, un peu de présence dans la raquette, faire souffler Sifal et un poil inutilisable, on va dire. Et pour ce qui est du Real Madrid, bah, je crois que je l'avais comme toi sur mon prono, je devais avoir Fenerbahçe et Real Madrid en finale aussi. Et j'avais mis Moussa MVP, il faut, voilà, vas-y, encore cette phrase à la con qu'on entend sur les autres, tu veux être l'homme que tu prétends, le joueur que tu prétends être, eh vas-y, hein. Parce que, je veux dire, dans les conversations, si Zonia fait encore un meilleur match que toi, bah, moi je garde Zonia avec plaisir, et puis toi tu pars jouer ailleurs, hein, mon gars.
La montre, vas-y, fais péter. Il y a personne. Et tu vas peut-être avoir Papa Nicolas sur le dos à un moment qui va te saouler un petit peu, mais là, faut envoyer. C'est 15 pions hyper propres minimum ou 20 points de grande classe, quoi. C'est ça qu'il faut. Ok. Eh bien moi je vais partir Sur sur petit un... Eli Ndiaye. Non, non, non. Côté Olympiakos, j'ai envie de partir sur Makisic. D'habitude, c'est pas un joueur qui me plaît énormément. Il est capable de fulgurance comme ça. Il a fait des bons playoffs. Et juste voilà, pour confirmer sa bonne dernière partie de saison, même si ça doit perdre, si lui peut dynamiter un moment où lui va avoir les jambes et où il va Fatigué, être ouais. défendu par du Lioul, du Rodriguez, parce que ça va être dans les rotations, euh, bah voilà, j'ai envie de le voir briller. On sait qu'à côté, ça va être compliqué de sortir de sa boîte. J'avais pensé à Wright, mais Ce c'est qui... tellement pièce en l'air Ah, dans cette situation-là parce que ben, le Real aura toujours de quoi répondre et ça me paraissait trop compliqué. Donc j'ai envie de voir un Makisic qui se montre. Voilà, je dis pas que ça va être un MVP en puissance, je dis pas qu'il va changer le cours des choses, mais j'ai envie de le voir à un bon niveau parce que bon, William Goss, non, Canaan, ça me paraît compliqué. Et après, ben, tu l'as assez dit, mais Peters, pareil, c'est dur, dur. Mais Peters va me permettre de faire la transition vers le joueur que j'ai choisi pour le Real Madrid. Moi, je pars sur Yabusele parce que qui va l'arrêter, l'animal? Qui? Personne. Personne. Peters va pas avoir le choix que de finir en tribune dès quand il va commencer à mettre un coup d'épaule ou un coup de fesse. oh, Sigma va rester sur le banc. je veux le voir dabber là. Oh là là. Mais en plus, j'ai pris Yabusele direct pour la seule et bonne raison que vous regardez sa série contre Baskonia. Le nombre de highlights qu'il a laissé à l'énergie, où il est, voilà, il se nourrissait de tout ça. Je pense que ce qui s'est passé l'année dernière, il l'a là. Après, il a fait l'acte qu'il a fait, c'était On, l'a- répréhensible, on reviendra mais dessus quand on aura une interview avec lui. voilà, mais ne pas participer à tout ça. Et je pense que même lui, quand il a fait ce geste, il a dû le regretter amèrement derrière. Là, je pense qu'il a dû dire, attendez les copains, je s'occupe Écartez-vous. de tout. Et à mon avis, il va pas être rare de voir Yabusele prendre Comment un ça, rebond. comment ça, c'est le coton-tige là qui défend sur nous. Et là, on pourra mettre n'importe qui. Allez, imaginons. Petrousseff, Petrousev, Petrousev, il va vite il va s'écarter. manger. Peters va manger. Après, Papa tu peux, Nicolas sera déjà occupé sur quatre autres gars. voilà, tu peux essayer avec les 5. Milutinov, pas assez rapide. Fall, Moi, j'en parle pas. il y en a un, j'essaierais bien à la limite. Mais alors là, c'est un pari de zinzin encore. On a dit, ouais, il jouera très peu, pardon. Si tu parles de Sigma, oui, c'est le trépas pour lui, hein, Non, ouais, cette saison. très pas beaucoup. Il est où? Et je le vois pas dans le. Ah, voilà, excusez-moi. Je vais vérifier la taille. Tac. 2,07 m. Est-ce que, si tu veux vraiment la jouer grosse bouliche, t'envoies pas Moses Wright dessus? Dans le Oui, côté musculeux athlétique que je te fatigue. tu peux, tu peux. Mais je pars dans une configuration où le Real Madrid va jouer à 100 à l'heure, où Bah lui, sans l'heure, il Yabusele, connaît, hein. oui, mais il va être capable de faire du coast tout le temps. Et là, enfin, j'ai du mal à le voir. Et après, pareil, Yabusele, tu lui fermes la raquette. Très bien, 3 points très sur la bien. gueule. Quand il va se foutre dans le corner et qu'il va attendre là, avec son shoot. Parce que Wright, il va être forcément amené à venir à minima faire une rotation pour gêner la descente d'un intérieur. Intérieur qui sera soit Vincent Poirier, soit Walter Tavares. Donc tu es obligé d'intervenir. Parce que si tu n'interviens pas, ça part en alley-oop ou ça va finir et ils En vont casser la meurtre. maison. Mais voilà. Donc en fait, à un moment donné, forcément, va y avoir un garçon tout seul. Et Yabusele, tu peux essayer. Mais moi, je. Non, mais tu vois, c'est. Ah mais non, mais non, mais c'est logique. Non, C'est il faut. logique. Je veux dire, si Bardocas venait à sortir ça, ce serait Ou de la couillu. zone. Mm. T'imagines la zone là?
Il a appris de Dis-moi. ses erreurs et il arrive avec une zone euh, Fall, Petrousev, Papa Nicolas derrière. Et devant, il met World Cup Canaan, comme ça, là, à chasser Campazzo. Ouais. Attention, hein, on n'est pas à Non, l'abri non. d'une merveille. Hein. Ah non, non, non. S'il vous plaît. Non, non, non. Alors là, c'est vraiment le moins. Non, non. Non. Je t'ai dit, l'Olympiakos, vraiment, s'ils n'ont pas d'autre solution que de faire un Ah, match niquer, tout moche. ils vont niquer l'ambiance. Il n'y aura pas d'autre mot. Bon, prono, on l'a dit, Real Madrid, pour nous Real deux. Madrid, plus 7 plus 9. Un peu pantouflard dans l'idée, mais il y aura plus 7 plus 9, mais dans le match, il y aura un plus Mais il y 18. aura plus 20, c'est ça, il y aura plus 20, et puis à la fin, ils vont faire, allez, on fait rentrer tous les autres Allez, boulots. Gonzalez. C'est ça. Ok. Donc, pour résumer, on a Real d'un côté, et de l'autre, toi, Pana, Ouais, moi, mais. Ouais. Fenerbahçe. Mhm. Voilà globalement ce que notre preview de ce Final Four nous donne. Est-ce que tu as quelque chose à préciser pour l'une comme pour l'autre des affiches, Alors un truc si qui te passe par la j'ai... tête? Non, c'est pas, ça concerne pas les séries, donc je me dirai après. D'accord, bon. J'ai rien d'autre de spécial à rajouter, si ce n'est, on peut plus ou moins faire l'annonce. On sera en live pour les finales. Je Tu? serai là, voilà, je serai là, peut-être accompagné probablement peut-être par Damien ou un Romu, je sais pas. Toi, tu seras malheureusement avec Normalement notre, en déplacement. voilà, en déplacement, mais tu seras pas avec nous pour assurer live. Donc, rendez-vous. Alors, on est en train de voir, je suis en train de me caler, peut-être vendredi pour les demi-finales, une ou l'autre, voire les deux si vraiment je suis chaud patate. Mais on sera en live au minimum pour la grande finale, donc avec le Real Pour le Madrid titre du qui devrait Real. être présent. Et voilà, et faire un remake de la saison dernière. Je Donc ça, serai pas c'était en live, le... mais si Sergio Llull met un buzzer, vous m'entendrez dans le live de toute manière, tellement je vais hurler. Et même si tu envoies un WhatsApp, je le diffuserai en Bon, direct. on fera ça. Voilà, donc on devrait être en live. On va se retrouver comme l'année dernière. Ça avait été un plutôt chouette moment. J'avais bien kiffé commenter ce Final Four avec vous, la finale en tout cas. Donc cette année, on réitère l'opération. Comme je l'ai dit, peut-être les demi-finales. La finale, c'est sûr, on sera là. Lucas, qu'est-ce que tu voulais rajouter qui n'était pas basket? Je vais ajouter que, au-delà de mon absence, cela pourrait être ma dernière intervention, puisque au début de l'année, j'ai annoncé à la Team Upset que le compte Twitter passerait les 2000 abonnés. Nous sommes actuellement à 1975, je crois. Il ne nous Oui. reste plus beaucoup. Je ne vais rien quémander, sachant que je suis un sophomore de qualité. Je fais rire beaucoup de gens. Vous ne le voyez peut-être pas, mais en interne, on se bidoche bien. Et je suis responsable des sous-titres et des conversations bilingues. Donc, si vous voulez me voir rester, je vous en prie, faites quelque chose. Voilà. Sinon, sachez que je vous aime et Lasvel gagnera un jour. Très bien, donc comme vous l'avez compris, Road to Berlin pour les équipes du Final Four, Road to Touquet pour nous Ouais. au niveau des abonnés sur X. Et ça me permet aussi donc de vous dire, bah, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Insta, X. On est un petit peu partout, on répond souvent, que ce soit sur YouTube ou Twitter, on est là, on adore ça, vous le savez. Et plus que jamais sur cette fin de saison, on a envie de partager des moments avec vous. Donc voilà, vous avez la mission de la part de Lucas. Et donc, on espère. Alors, le mieux, ce serait même presque de les Sinon, je passer pour le reviendrai, live. hein. Sinon, je reviendrai. Ce serait de les passer pendant le live du Final Four. Ce serait cool de fêter tout ça. Fêter le nouveau titre de nos Frenchies du Real Madrid, si jamais ça se passe comme ça. Et dépasser la barre des 2000 abonnés sur Twitter. Ce serait cool. Avant Voilà. beaucoup de négativité avec ce fameux épisode tribunal du partisan. Oui, ça viendra très bientôt. Et là, par contre, je me Ça prépare d'ores et bouillonne. déjà. De toute façon, tu sais quoi, je vais dire un truc. Je vais dire un truc. Si vous voulez un tribunal sulfateuse du partisan, c'est simple. 2000 abonnés ou je fais rien du tout. Voilà. Si vous... moi, je vais marcher comme ça maintenant. On va marchander un petit peu. On a jamais vraiment réclamé. On vous a toujours dit de vous abonner si ça vous fait plaisir, etc. Là, on À va marchander. 2000 abonnés sur YouTube, j'appelle Body Rogue. Vous voulez un Et on en épisode parle. tribunal du partisan?
Vous faites passer les 2000 abonnés. Donc, invitez vos potes, vos darons, vos meufs, tout Ouais, le mais monde. après, ça va tomber à 14 et ça comptera pas non plus, hein. Mais je veux 2000 abonnés pour sortir la sulfateuse sur la saison du Partisan. Voilà. Rendez-vous est pris. Les objectifs sont clairs. La question elle est vite répondue. Mon petit Lucas, merci de m'avoir accompagné. C'était Merci à encore toi. un énorme plaisir. Du coup, avant le Final Four, c'est notre dernière émission ensemble de cette saison 2023-2024. Ouais. On a passé une année assez cool. Maintenant, on n'a plus qu'à se mettre nos meilleures petites chaussettes, notre meilleure plaid pour regarder Petite ce Final tisane, parce Four. qu'on est vieux. Exactement, petite tisane, petite graine, toujours très important de mettre une petite graine. Non, je suis pas un oiseau non plus, moi. Histoire de se caler. On se retrouve très vite. Continuez de regarder du basket avec passion. Il y en a plein partout en ce moment. Le 3-3. Et on se retrouve. Félicitations aux mecs du 3-3. Effectivement, qui vont au JO. Et on se retrouve très très vite. Ciao, Ciao. ciao!